tous, merci de nous rejoindre pour le lancement de l'appel à projet de la nouvelle programmation des fonds structurels et d'investissement européens FEDER FSE+. On est très heureux de vous accueillir dans ce lieu qui est pour nous emblématique. On est au sein de l'Eurométropolitan e-Campus de Tournai, au cœur du quartier Negundo. Alors ce quartier, ce sont des centres d'entreprise, de formation, des halls relais et une crèche. Et en fait, tout ce qui est bâtiment, infrastructure, équipement a été financé par le FEDER et par la région wallonne. Et puis, il y a tout le volet formation. On donne ici de nombreuses formations en numérique à destination de l'enseignement supérieur ou de la formation continue. Et cet aspect-là a été financé par le FSE+, donc un bel exemple de ce que peuvent faire ensemble ces deux fonds et la région wallonne. On sait que vous attendiez ce rendez-vous avec énormément d'impatience, donc on a 2 heures ensemble. On va vous expliquer le contenu de cette programmation, vous expliquer comment remplir vos dossiers de candidature, et puis on va consacrer une bonne heure à vos questions, des questions, et j'aurai l'occasion de vous le répéter, qu'on vous demandera de faire d'ordre assez général, évidemment, pour qu'elles puissent concerner tout le monde. Vous le savez, à travers cette programmation 2021-2027, ce sont plus de 3 milliards d'euros qui seront affectés au soutien de projets publics et privés, même si aujourd'hui on va uniquement s'intéresser au volet public, des projets qui s'inscriront donc en Wallonie ainsi qu'à Bruxelles, en tout cas pour le FSE+. Ces projets devront s'inscrire dans l'optique d'une croissance intelligente, durable, inclusive. En d'autres termes, vos projets devront contribuer à rendre notre territoire davantage connecté, innovant, social, vert, à zéro émission carbone et plus proche des citoyens. C'est dire si la palette que vous pouvez présenter dans le cadre de cette programmation est vaste. Tous ces projets seront donc financés par l'Union européenne, ainsi que par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la COCOF et la Wallonie. Alors en parlant de Wallonie, le ministre-président du gouvernement wallon aurait aimé être des nôtres, ça n'a malheureusement pas été possible. Néanmoins, il a tenu à nous adresser ce petit message. Regardez. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès de vous. Les circonstances internationales m'obligent à travailler au cabinet et malheureusement, je ne pourrai pas vous rejoindre. Mais croyez bien que je considère la réunion à laquelle vous participez comme une réunion importante dans tout le processus des fonds européens. La réunion à laquelle vous participez a un objectif bien précis. C'est que vous avez devant vous des experts. Et des experts qui peuvent à la fois répondre sur les questions liées au FEDER ou sur le Fonds social européen. Et c'est vrai que la région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la COCOF se sont unis pour déterminer toute une série d'axes. Et aujourd'hui, l'objectif est de faire en sorte de donner des clés pour permettre aux porteurs, porteuses de projets, de présenter leur projet le mieux possible et en tout cas dans un canevas qui est celui demandé par la Commission européenne. Je voudrais vous rappeler aussi que formellement, il y aura des jurys indépendants. Raison supplémentaire, dirais-je, pour que donc les porteurs et porteuses de projets ont tout intérêt à bien préparer les projets introduits, les projets proposés. D'une manière générale, sans être trop long, pour ce qui me concerne, en Wallonie, c'est clair que tant le FEDER que le Fonds social européen contribuent à cette relance de la région wallonne, une relance bien nécessaire après avoir subi la Covid comme tout le monde, mais en plus on a subi les inondations et maintenant nous nous trouvons avec une situation encore terriblement dramatique qu'est la guerre en Ukraine. Dès lors, on a mis sur pied un plan de relance, mais bien entendu, le FEDER, le Fonds social européen, sont des éléments additionnels, absolument indispensables pour le renouveau économique et social de la région. Je ne serai pas plus long, je vous souhaite une excellente séance de travail
Et si ça ne suffisait pas aujourd'hui pour obtenir les explications nécessaires, n'hésitez pas. Personnellement, avec mon cabinet, nous restons à votre entière disposition. Bon travail. Ministre-président, merci Monsieur Di Rupo, ministre-président du gouvernement wallon. On ne manquera pas de vous adresser nos questions également. Alors cette séance va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord une présentation de cette nouvelle programmation qui va être faite par 2 personnes. Tout d'abord Madame Véronique Lehn, qui est directrice de l'Agence Fonds social européen, et Monsieur Jean Jans, qui est l'inspecteur général du département de la coordination des programmes FEDER pour Fonds européens de développement régional. Enfin, on passera aux questions-réponses. Donc, on a environ 1h15 qu'on réserve à toutes vos questions. Donc, je le rappelle, des questions d'ordre général auxquelles nos experts se feront un plaisir de répondre. Comment nous adresser vos questions? Assez simplement, il y a 2 adresses mail à votre disposition qui devraient s'afficher à l'instant. Pour le FEDER, questions au singulier, FEDER, le tout attaché, @enmieux.be, et pour le FSE+, questions au singulier, fse@enmieux.be également. J'ai le plaisir à présent de vous présenter les experts qui sont parmi nous aujourd'hui. Pour le FEDER, il y aura Jean Jans qui sera sur le plateau dans un instant, ainsi que Catherine Matteau et Luc Ougardi. Pour le FSE+, Véronique Lehn, que vous ne voyez pas parmi les experts non plus pour l'instant, puisqu'elle s'apprête à monter sur scène. À ses côtés, il y aura Stéphanie Close. Pour le cabinet du ministre-président du gouvernement wallon, nous avons Emeline Petit. Pour le cabinet du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Sophie Brézy. Et pour le cabinet du ministre bruxellois en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, nous avons Elvis Mialovic. À leur côté, il y a les représentants des différentes entités infrarégionales, EIR pour les intimes. Les représentants de ces différentes entités seront en charge de la sélection des projets de la mesure 15 du programme opérationnel FEDER, donc pour tout ce qui touche au développement urbain. Donc voilà, n'hésitez pas à leur adresser vos questions, ils se feront un plaisir d'y répondre. Et moi, j'ai le plaisir d'accueillir à présent nos 2 intervenants du jour, Madame Véronique Lehn et Monsieur Jean Jans. Soyez les bienvenus. Bonjour. Alors prenez place, 2 micros vous attendent. Bonjour. Alors on sait que c'est un moment important pour tous ceux qui nous regardent, évidemment, mais pour vous, ça représente quoi ce moment, Véronique Lehn? Pour nous, c'est la fin d'une première étape, la rédaction des programmes avec nos équipes, et c'est le début de la nouvelle programmation avec les opérateurs et avec nos équipes. Merci. Jean Jans. Bonjour tout le monde. Effectivement, beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail en aval. Je remercie aussi les équipes pour tout ce qui a été effectué jusqu'à présent. Et pour moi, un petit moment d'émotion. Parce qu'après moult appels à projets, ce sera le dernier grand appel d'envergure avant, dans quelques petites années, mon départ à la retraite. Merci Jean Jans pour ce petit mot. Alors, on va vous écouter dans un petit instant, mais avant ça, j'imagine que vous qui nous regardez, vous êtes déjà allés voir sur le site et sur la chaîne YouTube En Mieux pour voir quels étaient les projets qui avaient été financés précédemment. Et si ce n'était pas encore le cas, eh bien, on va le faire ensemble tout de suite. Regardez. Il nous revient donc à Véronique et à moi de vous guider dans les méandres de cet appel à projet public de la nouvelle programmation des fonds structurels. Parmi les thèmes qui seront abordés cet après-midi,
Certains seront communs aux deux fonds, la couverture géographique, les objectifs stratégiques, le processus de sélection, l'évaluation à mi-parcours, les coûts simplifiés, les points d'attention en cas de sélection d'un projet et le soutien qui vous seront apportés par les administrations. D'autres thèmes seront spécifiques à chacun des fonds, comme les documents de programmation, le budget total par zone, les priorités et les mesures, les modalités de dépôt d'un projet et la documentation utile. Comme pour la programmation 14-20, la politique de cohésion soutiendra tout le territoire européen au travers de 3 catégories de régions. Les régions moins développées, les régions en transition et les régions plus développées. La différence pour 21-27 en Wallonie, c'est que la province de Luxembourg émargera au statut de région moins développée. Les programmes FEDER et FSE+ francophones porteront donc cette fois sur les 3 catégories de régions. Dans un objectif de rationalisation, la Commission a mis l'accent sur 5 objectifs stratégiques pour cette programmation, contre 11 objectifs thématiques pour 14-20. On veillera donc à tendre vers une Europe plus compétitive et intelligente, une Europe plus verte, une Europe plus connectée, une Europe plus sociale et inclusive, et enfin une Europe plus proche du citoyen via le soutien au développement local. Une concentration des moyens budgétaires est également prévue. C'est ainsi qu'au moins 85% des ressources FEDER sont affectées aux objectifs stratégiques 1 et 2. Au moins 30% des ressources FEDER affectées à l'objectif stratégique 2, au moins 8% doivent être alloués au développement urbain intégré, un des pans de l'objectif stratégique 5. Au niveau du FSE+, nous travaillons sur un seul objectif stratégique, l'objectif 4. Et dès lors, ce sont les ressources FSE+, affectées aux objectifs spécifiques qui vont amener la contribution à la concentration thématique. Au moins 25% des ressources devront être allouées aux objectifs spécifiques en lien avec l'inclusion sociale, 12,5% au moins en lien avec l'emploi des jeunes, la transition de l'enseignement au monde du travail, l'éducation de la seconde chance, bref, la mise en œuvre de la garantie jeunesse. Et au moins 3% des ressources iront à l'objectif spécifique de lutte contre la privation matérielle, cela via un programme spécifique, le FEAD, mis en œuvre par le fédéral. Aujourd'hui, nous lançons le premier appel à projet public 2022 dans le cadre de la programmation 21-27. L'appel à projet se clôturera le 24 mai 2022 à midi précise. L'ensemble des candidatures seront introduites uniquement en ligne. Pour le FEDER, via le nouvel outil Calista, dont Jean vous parlera plus tard, et pour le FSE+, via l'application 21-27. Un conseil, n'attendez pas le dernier jour pour encoder et valider votre candidature. Tous les documents nécessaires à l'appel à projet sont accessibles sur les sites de l'agence FSE et du département de la coordination des programmes FEDER. L'agence et le département de la coordination des programmes FEDER restent bien entendu à votre disposition durant l'appel à projet pour répondre à vos questions. Après cet appel à projet, un avis technique sera rendu par le département de la coordination des programmes FEDER, par l'agence FSE et également par les administrations fonctionnelles. Cet avis portera sur la faisabilité des projets et seront de 3 ordres. Projet faisable, faisable avec réserve ou infaisable. Si les avis des administrations et de nos services sont opposés, l'avis le plus défavorable prévaut. Ces avis seront ensuite communiqués au comité d'experts qui, sur base des critères de sélection adoptés par le comité de suivi, feront une analyse des portefeuilles et des projets, coteront les projets, motiveront leur cotation. Cela permettra d'avoir un classement des projets qui sera ensuite communiqué à l'autorité de gestion pour décision. Un rappel également, j'y reviendrai plus tard, tant pour le FEDER que pour le FSE, les projets doivent être déposés via des portefeuilles de projets, 10 projets maximum au niveau du FEDER, avec une exception pour l'objectif stratégique 1, où vous pouvez monter jusqu'à 15 projets, et au niveau du FSE+, 15 projets maximum, avec une exception pour la priorité 1, objectif stratégique 4G, les mesures 2 et 3, où vous pouvez monter jusqu'à 20 projets, et la priorité 2 d'innovation sociale, vu son caractère plus spécifique et innovant, ne devra pas avoir de portefeuille de projet.
Outre l'attribution de 8% du budget au développement urbain intégré, le règlement exige qu'au moins la sélection des projets soit déléguée aux autorités locales. C'est ainsi que pour l'axe 5 FEDER, dont l'appel à projet est lancé ce 11 mars également, ce sera aux 6 entités infrarégionales identifiées par le gouvernement wallon de procéder à la sélection des projets sur base de leur stratégie de développement et en fonction des critères de sélection approuvés préalablement par le comité de suivi du programme. La réglementation prévoit qu'une réserve budgétaire ne soit attribuée à des projets qu'à l'issue d'une évaluation à mi-parcours qui identifiera les évolutions nécessaires en tenant compte des éventuels nouveaux besoins, de la performance du programme et des recommandations définies par la Commission dans le cadre du semestre européen. La conséquence directe est qu'il y aura plusieurs appels à projets. Pour le FSE+, le premier appel portera sur les années 2022 à 2025, 2026 pour la priorité 2, dont vous parlera dans un instant. Pour le FEDER, le premier appel portera sur certaines mesures sur l'ensemble de la programmation et pour d'autres sur la période 2022-2025, avec une attribution maximale de 50% du budget. Comme je le disais tout à l'heure, tout projet déposé dans le cadre de cet appel à projet, que ce soit au FEDER ou au FSE+, devra s'inscrire dans un portefeuille de projets. Les projets rentrés de manière individuelle ne seront donc pas examinés. Portefeuille de projet, la volonté étant de créer des synergies entre les projets pour permettre aux opérateurs de développer des actions communes, de répondre à de nouveaux besoins ou de suivre un public auparavant méconnu, mais également de regrouper des projets par thématique ou par zone géographique. Le chef de file du portefeuille sera désigné par les membres du portefeuille. Il en assurera la coordination. Mais ce chef de file ne doit pas obligatoirement être bénéficiaire des fonds, que ce soit au FSE+, ou au FEDER. Enfin, un comité d'accompagnement sera institué dans un délai de 3 mois après la notification de sélection des portefeuilles et des projets, et ces règles de fonctionnement seront définies dans un règlement d'ordre intérieur. La Commission invite les autorités de gestion à simplifier les règles de gestion et de contrôle, avec notamment l'utilisation des coûts simplifiés. Le règlement permet l'usage de coûts simplifiés, mais également de coûts unitaires. Les gouvernements ont décidé d'appliquer ceux-ci pour la nouvelle programmation, tant au FEDER qu'au FSE+. Cela amènera une simplification pour les bénéficiaires, simplification administrative par une diminution des pièces justificatives à fournir et également une diminution des risques de correction financière, tant pour le bénéficiaire qu'au niveau des programmes dans leur ensemble. Les coûts simplifiés sont identifiés pour le FEDER dans les règles d'éligibilité, pour le FSE+, dans une circulaire coûts simplifiés spécifique. Ils s'appliquent automatiquement au projet. Au terme du processus de candidature et de sélection des projets, si vous avez reçu une notification de sélection, quelques points d'attention pour la mise en œuvre de vos projets. Tout d'abord, sur la notion de conflit d'intérêts. Il y a des devoirs d'intégrité, de transparence et de bonne gouvernance des autorités publiques qui impliquent une interdiction stricte des situations de conflit d'intérêts dans la gestion des fonds structurels, en ce compris pour vous, bénéficiaires. Et donc, vous devrez remettre une déclaration d'absence de conflit d'intérêts. En matière de marché public, tout projet est soumis à la législation sur les marchés publics, cela dès le premier euro dépensé, quel que soit votre statut juridique comme bénéficiaire. Les marchés publics sont également des outils qui permettent d'augmenter la qualité des projets, notamment via des clauses sociales, environnementales ou éthiques. En matière d'aide d'État, tout projet cofinancé par les pouvoirs publics doit respecter le droit de la concurrence et plus particulièrement la réglementation relative aux aides d'État. En tant que bénéficiaire, votre organisme est de facto considéré comme une entreprise au sens du droit européen de la concurrence et votre cofinancement est donc soumis à la réglementation des aides d'État. Un point d'attention pour vous, lorsque vous travaillez avec des entreprises ou avec des travailleurs issus d'entreprises, rappelez-vous la règle des minimis et faites compléter les documents. La Commission demande également aux États membres et aux bénéficiaires de respecter différents principes horizontaux, notamment la Charte des droits fondamentaux. Les bénéficiaires devront la respecter dans son ensemble tout au long de la mise en œuvre de vos projets. Quelques droits de cette charte, le droit à la dignité, à la liberté, à l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, à la solidarité, à la citoyenneté,
à la justice. Le respect également de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Vous devrez la respecter, notamment par des aménagements raisonnables dans la mise en œuvre de vos projets pour permettre aux personnes porteuses de handicap de bénéficier de ces projets. Des notes sont disponibles sur nos sites pour expliquer ces différentes chartes et conventions. Également la nécessité de respecter le développement durable, ce qu'on appelle également sur cette programmation le principe de l'absence de préjudice important. Au niveau du FSE+, une question spécifique sera posée dans la candidature. Au niveau du FEDER, 6 questions seront à compléter dans la candidature. Vous devrez montrer que votre projet ne cause pas de préjudice important dans les domaines suivants: l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable et la protection des ressources en eau, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et l'atténuation du changement climatique. Pour le FEDER, la viabilité financière, cela pour les investissements en infrastructure. En tant que bénéficiaire, vous devrez disposer des ressources financières ou de mécanismes de financement pour couvrir les frais d'exploitation et d'entretien. Enfin, en matière de règles de publicité, dans toute communication sur vos projets, le cofinancement européen devra être clairement indiqué: logo, pancarte, affiche. Votre projet sera également visible sur le site des projets sélectionnés et la liste des projets sera rendue publique sur Internet. La règle de désengagement N+3. La Commission engage les moyens budgétaires en année N et attend des États membres de justifier de leur consommation 3 ans après. Si nous ne justifions pas de cette consommation, nous perdons définitivement les moyens. Cette règle de N+3 reste d'application jusqu'en 2027. À partir de 2027, nous revenons à la règle des N+2. Et un rappel, les fonds européens financent des projets conformément aux priorités fixées dans les programmes. Ils ne financent pas la structure des opérateurs, des bénéficiaires. Ceux qui ont déjà eu des projets cofinancés le savent, les contrôles sont nombreux et stricts. Soit les contrôles de premier niveau sur pièce, sur place, les contrôles de second niveau qui vérifient si les contrôles de premier niveau ont bien été réalisés, la Commission européenne, que ce soit la DG Regio ou la DG Emploi, qui elle-même vérifie que les contrôles précédents ont été réalisés correctement, et enfin la Cour des comptes européenne qui vérifie que la Commission a bien fait son travail. N'oublions pas non plus le rôle habituel de l'inspection des finances et de la Cour des comptes belge. Les conséquences d'un contrôle négatif sont, pour le bénéficiaire, le retrait total ou partiel du concours octroyé et la communication de l'irrégularité à l'OLAF, qui est l'Office européen de lutte antifraude. Pour le programme, une réduction forfaitaire de sa dotation financière peut être fixée par la Commission. Comme le ministre-président l'a signalé, l'administration vous accompagnera tout au long de l'appel à projet. La documentation est disponible sur les sites de l'agence et de mon département. Vous y trouverez une foire aux questions. Un helpdesk électronique sera disponible, tout comme nos agents respectifs et ceux des administrations fonctionnelles. Des réunions à la demande sont également possibles. Pour le FSC+, une réunion sera organisée le 29 mars pour répondre aux questions plus spécifiques des opérateurs en lien avec leur projet. La circulaire des coûts simplifiés ou encore l'application informatique 21-27. Les informations seront communiquées via le site de l'agence. Quoi de plus simple qu'une petite vidéo pour illustrer ce qu'on peut faire de bien en Wallonie avec le FEDER. L'innovation, c'est créer, c'est se remettre en question aussi. L'industriel vient nous voir avec une idée dans un carton ou dans sa tête. En quelques mois ou quelques années maximum, on va transformer cette idée en un véritable projet industriel qui va lui permettre de recycler et donc valoriser les déchets qu'il produit. C'est donner la possibilité à un déchet, en le transformant, de lui donner une seconde vie. L'économie circulaire a un avenir certain en Wallonie et en Europe. Encore faut-il promouvoir aujourd'hui l'innovation dans ce secteur. Ce qui est exceptionnel, c'est de pouvoir mettre toutes ces connaissances au service de l'environnement et d'un monde meilleur pour nos petits-enfants.
Nous en arrivons donc aux spécificités liées à la programmation FEDER 21-27. Au niveau des documents de programmation, il y a un programme qui est obligatoire au niveau réglementaire. Au niveau de la Wallonie, il va porter sur les 3 zones évoquées tout à l'heure. Il portera sur 5 priorités. Ce sont les axes de la programmation précédente et il fera l'objet d'une approbation par la Commission européenne. Nous avons également un complément de programmation qui est un document de gestion wallon au canevas beaucoup plus lisible que le programme opérationnel. Les 15 mesures qui sont retenues par le gouvernement wallon, ils sont largement détaillés. Vous y trouverez également les critères de sélection et enfin les indicateurs. Ce slide identifie le budget FEDER disponible par zone et par priorité, qui sont en fait la déclinaison des objectifs stratégiques. La répartition budgétaire tient évidemment compte de la concentration exigée par les règlements. L'enveloppe FEDER de près de 600 millions correspond à un coût total de l'ordre de 1,5 milliard. Les différentes priorités se déclinent en mesures qui sont largement détaillées dans le complément de programmation, comme je vous le disais il y a un instant. Certaines mesures sont à destination des entreprises et seront ouvertes plus tard dans la programmation. Elles sont identifiées en grisé dans les différents slides qui vont apparaître à l'écran. En gras, ce sont les mesures concernées par l'appel à projet public lancé ce 11 mars. Les astérisques identifient les mesures qui feront l'objet de 2 appels à projet. Sont donc ouvertes ce jour la mesure de soutien aux actions de recherche et innovation qui s'adresse plus spécifiquement aux centres de recherche agréés, aux hautes écoles et aux universités. Le soutien à l'accompagnement des entreprises et aux porteurs de projets entrepreneuriaux, le rééquipement de sites ou de zones d'activité économique, la rénovation énergétique des bâtiments publics, le financement d'infrastructures ou d'équipements en matière d'économie circulaire et d'utilisation durable des ressources, le soutien des entreprises vers l'économie circulaire, la dépollution des friches, la mobilité locale et régionale durable, les infrastructures et équipements de pointe pour la formation professionnelle et l'enseignement supérieur et universitaire, et enfin le développement urbain. Concernant les modalités de dépôt de projets, les projets seront obligatoirement déposés via un formulaire électronique dans une nouvelle application du nom de Calista. La création du portefeuille sera réalisée par le chef de file et l'encodage des projets par les bénéficiaires. Des annexes sont possibles, mais il faut évidemment les limiter au maximum. Le contenu de la candidature doit être autosuffisant pour son évaluation. Il va de soi que tout au long de la procédure, mes équipes seront à vos dispositions pour vous aider. Ce dernier slide lié au FEDER va vous donner toute la documentation, vous expliquer toute la documentation utile qui est disponible sur le site europe.wallonie.be. Vous y retrouvez le complément de programmation, les règles d'éligibilité, en ce compris les coûts simplifiés, le canevas de la fiche projet, le guide d'utilisation de l'outil informatique pour introduire votre candidature, une fiche liée aux explications des indicateurs, une information sur la Charte des droits fondamentaux, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, et enfin une foire aux questions. Un rappel aussi des différents points de contact. Avant de passer à la présentation des priorités du programme FSE+, une illustration de ce que nous pouvons faire avec les fonds européens FSE. J'avais plus de domicile, j'ai cherché du travail. Grâce au CPS, qui m'a aidé à trouver une formation, j'ai entendu parler de Croc Espace. C'est le premier endroit où je me suis sentie à l'aise quand je suis arrivée pour une formation. Grâce aux formateurs, on reprend confiance en soi. Ils sont toujours là à nous dire c'est pas grave, reprends à zéro, on va te remontrer, tu vas pouvoir avancer. Grâce à la formation, j'ai réussi à trouver un stage d'où j'ai eu l'opportunité d'accepter un contrat de travail. Sans cette formation, je serais toujours au point zéro, toujours au CPS, sans expérience. Je suis fière à prouver à mon fils que même si on arrive de zéro, on peut quand même trouver quelque chose pour être bien dans la vie. Le programme FSE+, Wallonie-Bruxelles porte sur les compétences de la Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la COCOF. 4 priorités politiques ont été identifiées.
le plein emploi, via notamment l'accès à son propre emploi, la création de sa propre activité, mais également via la formation tout au long de la vie, le soutien aux jeunes avec la mise en œuvre de la garantie jeunesse, la lutte contre la pauvreté infantile, mais également l'inclusion sociale, et la désinstitutionnalisation de la personne porteuse de handicap ou en perte d'autonomie. Ces 4 priorités sont déclinées en 5 priorités au sein du programme, elles-mêmes déclinées en objectifs spécifiques, en mesures et en actions. Au niveau du budget, vous retrouvez ici le budget par priorité pour l'ensemble de la programmation. Je vous rappelle qu'au FSE+, le taux de cofinancement est de maximum 50% pour les zones transition et moins développées et de 40% pour la zone plus développée. L'enveloppe FSE+, pour toute la programmation, est de l'ordre de 780 millions d'euros. Pour l'appel à projet ouvert aujourd'hui, pour les priorités 1, 3, 4 et 5, seuls les budgets 2022 à 2025 sont ouverts, soit un budget FSE+, de l'ordre de 488 millions d'euros. Pour la priorité 2 d'innovation sociale, l'appel à projet est ouvert de 2022 à 2026 pour l'ensemble de l'enveloppe budgétaire, soit en part FSE+, 51 943 000 euros. Pour les priorités, toutes les priorités sont donc ouvertes à l'appel à projet. La première priorité porte sur l'amélioration de l'accès à l'emploi, le renforcement de la création de son propre emploi et la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie. Avec une première mesure qui soutient la création de son propre emploi via la création et la reprise d'activité, que ce soit via des formations, des accompagnements, pré- et post-création. La deuxième mesure portera sur les offres d'enseignement, de formation professionnalisante, notamment via l'alternance, de la validation des compétences et de la valorisation des acquis de l'expérience. Enfin, le soutien à l'orientation tout au long de la vie par la mise à disposition d'outils d'information et d'orientation sur le marché du travail, les formations et les études. La priorité 2 est une priorité d'innovation sociale qui a pour objectif de développer des approches innovantes en matière de lutte contre le chômage de longue durée par une approche pilote sur des différents territoires uniquement en Wallonie, s'inspirant du dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée. La troisième priorité porte sur la mise en œuvre de la garantie jeunesse. Une première mesure vise le développement de l'accroche, de la remobilisation et de l'accompagnement des jeunes et des jeunes en difficulté d'apprentissage par la mise en place d'une approche pluridisciplinaire. La seconde mesure porte sur le soutien à l'acquisition et au développement des compétences pour les jeunes, ainsi que leur accompagnement et leur suivi vers et dans l'emploi. La troisième porte sur la promotion et la proposition de formes d'enseignement plus inclusives et d'innovation pédagogique. On travaillera sur les passerelles entre enseignement ordinaire et spécialisé et sur les parcours éducatifs entre parcours éducatif et vie professionnelle. Et enfin, le soutien à la réussite et à la lutte contre le décrochage scolaire. Une nouveauté pour cette programmation, nous pouvons travailler avec des jeunes jusqu'à 29 ans. La quatrième priorité porte sur la lutte contre la pauvreté, dont la pauvreté infantile, et l'inclusion sociale. La première mesure porte sur le soutien des actions en amont à l'inscription dans un parcours global d'inclusion vers l'emploi, au bénéfice des publics les plus fragilisés. La deuxième mesure porte sur une insertion durable dans l'emploi, en soutenant l'acquisition et le développement des compétences pour ces publics les plus fragilisés, les plus éloignés de l'emploi, ainsi que leur accompagnement et leur suivi vers et dans l'emploi. Enfin, la troisième mesure porte sur la promotion et le renforcement de la participation des enfants en situation de pauvreté via des projets participatifs à travers des démarches proactives d'inclusion et en accompagnant également leurs parents. Enfin, la dernière priorité porte sur le soutien des actions contribuant à la désinstitutionnalisation des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'introduction de portefeuille de projet est obligatoire via un formulaire électronique. Ensuite, vous introduirez en tant que membre du portefeuille via un formulaire de candidature vos projets. Une spécificité, les opérateurs de l'enseignement obligatoire et de la promotion sociale devront déposer leur candidature par l'intermédiaire des centres de coordination et de gestion, respectivement de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement de promotion sociale.
Vous devrez remplir ces candidatures en ligne via notre application. J'attire votre attention sur l'importance, dès l'ouverture de cet appel à projet, d'authentifier votre organisme, mais également d'authentifier et de faire valider par l'agence la personne juridiquement responsable. Seule cette personne pourra valider votre candidature, et si vous arrivez trop tard à la fin de l'appel à projet, nous n'aurons sans doute plus le temps de pouvoir tout valider. Donc faites-le absolument tout de suite. La création du portefeuille se fera par le chef de file et l'encodage des fiches projets par les bénéficiaires. Si votre projet est développé sur les différentes zones, transition, plus développée ou moins développée, une seule candidature vous sera demandée. Vous devrez y indiquer sur quelle zone vous travaillez et automatiquement, les indicateurs et les budgets seront développés par zone. Par contre, en cas de sélection de votre projet, une fiche projet par zone sera requise. Au niveau du FSE, seules les annexes obligatoires liées à vos agréments notamment sont possibles. Aucune autre annexe ne sera possible. Le contenu de votre candidature doit être suffisant pour son évaluation. Nous vous invitons à veiller à bien coordonner le portefeuille avant son encodage et à ne pas attendre la fin du délai pour encoder et valider vos candidatures. Tout comme pour le FEDER, sur le site de l'agence, vous trouverez tous les documents utiles à l'appel à projet, le programme, la circulaire des coûts simplifiés, les canevas de fiches portefeuille et de fiches projet avec un guide technique pour vous orienter dans l'encodage, le guide d'appel à projet dans lequel vous allez retrouver les bénéficiaires éligibles au programme, l'information sur la Charte des droits fondamentaux, la Convention des Nations Unies pour les personnes handicapées, également une information sur le respect du RGPD pour les opérateurs, une foire aux questions et bien évidemment les points de contact dans le cadre de l'appel à projet. Jean et moi-même vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons beaucoup de courage et plein succès dans le cadre de cet appel à projet. Après cette présentation, il est grand temps de passer aux questions-réponses. Je vous rappelle les 2 adresses auxquelles vous pouvez envoyer vos questions. Pour le FEDER, questions FEDER, au singulier questions, tout attaché, @enmieux.be. Pour le FSE, questions au singulier, FSE, @enmieux.be. Nos experts sont là pour vous répondre pendant un peu plus d'1 heure, donc profitez-en. D'ailleurs, je vous rappelle les noms des experts qui sont avec nous aujourd'hui. Pour le FEDER, nous avons Catherine Matteau, Jean Jans et Luc Ougardi. Pour l'agence FSE, Véronique Laine et Stéphanie Clause. Pour le cabinet du ministre président du gouvernement wallon, Emeline Petit. Pour le cabinet du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Sophie Brisy, et pour le cabinet du ministre bruxellois en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, c'est Elvis Mialovic, ainsi évidemment qu'à leur côté, les représentants des différentes entités infrarégionales, les fameuses EIR. Je vois qu'une première question est arrivée, c'est pour le FEDER et pour Catherine Matteau en particulier. Ma chère Catherine, l'appel à projet d'aujourd'hui porte sur des projets publics. Comment cela va-t-il se passer pour les entreprises privées ? Alors effectivement, aujourd'hui, nous parlons uniquement des projets publics, dans la mesure où les mesures destinées aux entreprises, donc on a différents types de mesures, des aides directes aux entreprises. Est-ce qu'on vous entend ? Je ne suis pas sûre qu'on vous entende, Catherine. On va vérifier que c'est bon. Voilà, alors on va peut-être recommencer, si c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Donc on parle du public aujourd'hui. Comment ça va se passer pour les entreprises privées ? Voilà, pour les entreprises privées, plusieurs types de mesures, des aides directes aux investissements, des aides à la recherche, des instruments financiers. Et pour ces mesures-là, il y aura soit un appel à projet, soit une sélection au fil de l'eau. C'est-à-dire que les entreprises introduisent leurs dossiers et ce sont les services fonctionnels qui vont les examiner sur base des modalités d'octroi qui sont décrites dans le complément de programmation qui est en ligne sur notre site. Et, le site, on le rappelle peut-être, Catherine. Europe.wallonie.be pour le FEDER. Voilà. C'est la différence entre les entreprises et les mesures projets publics qui nous occupent aujourd'hui. Merci beaucoup. On va passer à une autre question, c'est pour le FSE+, et elle s'adresse à Stéphanie Clause. Stéphanie, qui peut introduire un dossier de candidature FSE+? Alors aujourd'hui, tout organisme candidat doit absolument bénéficier de subsides publics pour pouvoir être éligible au FSE, et donc ces subsides sont octroyés dans le cadre d'agréments
Et donc, ils émanent soit de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie ou de la COCOF. Et donc ici, on renvoie directement au principe de cofinancement pour les fonds structurels, puisqu'il faut bien rappeler que le FSE+, est bien un complément des fonds publics. Et donc, pour rappel, le cofinancement a très légèrement modifié par rapport à l'actuelle programmation pour la zone plus développée, puisque le cofinancement public passe à 60% en part publique belge pour 40% en FSE. Et pour les zones transition et moins développées, on reste dans un cofinancement de 50-50, tel que déjà appliqué sous la présente programmation. Merci, merci Stéphanie. Une autre question, mais Catherine Matteau, c'est encore pour vous, Catherine Matteau, pour le FEDER. Comment est constitué un portefeuille de projet ? Voilà, alors on en a parlé tout à l'heure dans la présentation. Donc, les candidatures pour le FEDER et également pour le FSE doivent être déposées sous forme de portefeuille de projet, c'est-à-dire constituées de plusieurs projets. Donc, il faut minimum 2 projets dans un portefeuille. Le portefeuille est constitué par un chef de file. Donc, il est important que la candidature se prépare le plus en amont possible et que le chef de file ait déjà des réunions préalables avec chacun des projets qui constitueront le portefeuille. Alors, un portefeuille peut couvrir différentes thématiques, donc ça veut dire différentes mesures. Il peut aussi couvrir plusieurs zones, la zone transition, la zone plus développée ou la zone moins développée, et peut comporter des projets relevant de plusieurs bénéficiaires. Donc, on peut avoir des projets relevant de différentes zones et de différents bénéficiaires au sein d'un même portefeuille. Il doit y avoir une cohérence entre ces différents projets qui doivent montrer des synergies, donc à savoir un regroupement de projets sur une thématique ou sur une zone géographique. Par contre, chaque projet qui constitue le portefeuille en lui-même, chaque projet ne concerne qu'une seule mesure, qu'un seul bénéficiaire, et un même bénéficiaire peut bien entendu avoir plusieurs projets au sein d'un portefeuille. Merci pour ces éclaircissements, Catherine. Une question pour le FSE+, qu'on va adresser cette fois à Véronique Laine. Pour la priorité 2, pourriez-vous définir le terme zone ? Est-ce que le siège social du porteur de projet et le domicile des bénéficiaires doivent se trouver dans cette même zone ? Alors pour la priorité 2, nous sommes vraiment sur une nouvelle priorité d'innovation sociale. Et donc, si vous allez regarder dans le guide d'appel à projet qui a été mis en ligne dès ce matin, vous allez travailler sur des territoires bien précis et des communes bien précises. Donc en termes de public cible, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi ou les personnes inactives depuis plus de 2 ans, ces personnes devront effectivement être domiciliées dans les territoires visés et y résider depuis minimum 6 mois. Pour les opérateurs, vous devez pouvoir démontrer que vous allez travailler sur ces territoires, que vous les connaissez. Et un des critères de sélection, c'est de bien montrer la gouvernance du territoire par une coordination de partenaires qui peuvent être multiples. Donc allez bien lire le guide d'appel à projet, puisqu'on est sur une nouvelle priorité d'innovation sociale. Et donc il y a quelques caractéristiques spécifiques. Merci, merci beaucoup Véronique. Une question pour le FEDER et elle s'adresse cette fois à Luc Ougardi. Alors Luc, on a évoqué la question des coûts simplifiés. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence par rapport à la programmation précédente, à savoir 2014-2020 ? Mais tout d'abord, alors je voudrais rappeler les coûts qui sont maintenus. Donc depuis maintenant, plusieurs programmations, la Wallonie est à l'avant-garde sur l'activation de ces coûts simplifiés qui sont pour les porteurs de projets une source de simplification majeure. Et donc les dépenses de personnel continueront à être justifiées sur base de coûts horaires. Donc il n'y a plus lieu de justifier les dépenses de salaire, mais uniquement des prestations qui sont effectuées dans le cadre du projet. Les frais de fonctionnement continueront à être justifiés sur base d'un coût forfaitaire qui s'élève à 15% des dépenses de personnel. Et au-delà de ces 2 coûts simplifiés, on en a ajouté d'autres. On a essayé d'activer un maximum les possibilités offertes par la Commission. Et notamment au niveau des projets de recherche, l'ensemble des frais de recherche pourront être justifiés sur base d'un taux forfaitaire qui s'élève à 40% des dépenses de personnel. Ça, c'est le premier coût simplifié qui est nouveau, je vais dire, sur cette programmation. Oui. Le deuxième coût simplifié, c'est pour ce qui concerne tout l'accompagnement des entreprises. Et on va fonctionner maintenant sur base de livrables, un financement des opérateurs aux résultats
et aux actions qui sont menées au bénéfice des entreprises. Donc plus besoin de justifier les dépenses de salaire, les dépenses de frais de mise en œuvre, mais uniquement les prestations qui sont offertes au bénéfice des entreprises. Et enfin, un dernier coût simplifié qui a été activé sur cette programmation, c'est en matière de frais d'études et tout ce qui est études préalables aux projets d'infrastructure qui seront également justifiés sur base d'un forfait de 7% des travaux. Merci beaucoup. Merci Luc Augardy. Une question pour le FSE+, qui s'adresse à Véronique Laine. Les projets déposés dans la priorité 2 dont on parlait à l'instant doivent-ils être regroupés au sein d'un portefeuille? Non, comme cela a été précisé dans la présentation, c'est une des exceptions à l'exigence d'un portefeuille de projet. Pour la priorité 2, il n'y aura pas de portefeuille de projet, il y aura un projet unique par territoire, c'est-à-dire que un porteur de projet va porter tout le projet du territoire avec les partenaires au sein d'une même fiche projet. Et donc, il n'y aura pas de portefeuille. Maintenant, au niveau purement technique et administratif, dans l'application 21-27, on vous demandera d'ouvrir un portefeuille. Vous mettrez simplement le nom du territoire et il y aura un seul projet. Mais l'application a été développée avant la décision qu'il n'y aurait pas de portefeuille, d'où cette petite exigence administrative. D'accord, merci beaucoup Véronique. Une question pour Madame Gourgue de Axud Namur. Est-ce que la stratégie Axud donne une priorité au tourisme et si oui, laquelle? Oui, normalement, on va l'ouvrir pour vous le micro, donc je pense que si vous commencez à parler, ça devrait aller. Oui, effectivement, en fait, il y a 6 priorités qui ont été définies au niveau d'Axud. Priorité pour des projets d'innovation, notamment les technologies digitales, les énergies renouvelables, notamment. Une deuxième priorité, concerne la réhabilitation de friches. Une troisième priorité concerne le développement économique, dont le tourisme. Ensuite, la transition bas carbone, l'accès au logement et le développement du capital humain. Merci beaucoup. On passe à la question suivante. Véronique, vous êtes beaucoup sollicitée pour le FSE+. Les projets d'un portefeuille peuvent-ils démarrer et se terminer à des moments différents et mener leurs actions sur différentes zones? Alors, il y a 2 éléments dans la réponse. Effectivement, dans un portefeuille de projet, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, vous pouvez, au niveau de vos projets, travailler sur différentes zones. Vous pouvez aussi travailler sur différentes mesures, priorités. L'important, c'est de démontrer en quoi votre projet va contribuer à la stratégie du portefeuille. Vous pouvez également décider qu'un projet démarrera un peu plus tard qu'un autre. Vous démontrerez pourquoi ça a un intérêt dans la candidature. Ça peut effectivement contribuer à la stratégie du portefeuille. Si on travaille sur un accompagnement d'un public dans un parcours, il peut être logique qu'un opérateur accompagne dans un temps second par rapport à d'autres opérateurs. Mais argumentez bien les éléments dans votre candidature pour que le comité d'experts dispose de ces informations-là lors de la sélection. Merci pour ces précisions. Une question pour Monsieur Rudy Demotte. Dans votre stratégie territoriale, quelle place donnez-vous à la mobilité? Bien, nous avons effectivement voulu mettre en exergue notre réalité territoriale, puisque je pense qu'un des soucis qui a été émis par tous ceux qui voulaient structurer les territoires, c'est de reconnaître les spécificités. Alors, on est un territoire extrêmement étendu, et on sait que dans ces territoires, qui sont des territoires urbains, c'est-à-dire qu'on a à la fois des zones rurales qui aspirent à un haut niveau serviciel et des villes qui ont vocation évidemment à répondre également aux besoins des zones adjacentes, le déplacement et la mobilité sont des principes premiers. Alors, je pourrais aussi dire, comme ça a été dit auparavant, que nous avons des objectifs multiples. On veut rester dans une logique smart, on veut être dans une logique décarbonée, on veut être dans une logique de connexion au sens large du terme, la connexion impliquant la mobilité. Puis on a choisi 2 angles d'approche. C'est d'aller rechercher à travers nos priorités tout ce qui connecte au quartier des gares, et donc comment effectivement procéder à de la transmodalité, de la multimodalité, la mobilité douce autour des gares, et puis ce qu'on appelle, dans cette zone qui est frontalière, parce que nous couvrons une zone frontière, on est adossé à plusieurs frontières, 3 provinces flamandes et la France, et bien nous avons voulu aussi travailler sur ce qu'on appelle la trame bleue, c'est-à-dire aller rechercher toutes les connexions par voie d'eau et les voies adjacentes, et donc voilà le cœur de notre projet.
Merci beaucoup. La question suivante est pour Stéphanie du FSE+. Stéphanie Clause, pouvez-vous expliquer la différence entre un partenaire et un portefeuille ? Ici, je pense que ça renvoie à une distinction importante à faire entre les candidatures portefeuille et les candidatures projet. Donc, effectivement, dans les candidatures projet, donc les opérateurs devront introduire leur dossier donc, de candidature dans lequel on retrouvera les partenaires du projet, c'est-à-dire que chaque opérateur dans son dossier de candidature devra introduire dans un cadre partenarial précis du dossier de candidature les partenaires avec qui il souhaite travailler et développer son action. Par contre, effectivement, dans la candidature portefeuille, donc le portefeuille recensera toute une série de candidatures qui sont partenaires au sein d'un portefeuille, mais donc là, il faut bien différencier effectivement cette notion de partenariat au sein de portefeuille, c'est-à-dire qu'on va retrouver un groupement de candidatures et d'opérateurs au sein d'un portefeuille, dans le sens où ce sont des partenaires qui devront développer toute une série de synergies sur le terrain dans le cadre du projet portefeuille, et donc bien distinguer des partenaires, des projets portés par les opérateurs qui devront être bien identifiés dans les dossiers de candidature des projets. Merci beaucoup Stéphanie. Une question pour Catherine Matteau du FEDER. Des documents spécifiques doivent-ils être joints au dossier de candidature comme des lettres de parrainage d'entreprise pour la recherche ? Alors, il n'y a pas de documents obligatoires à joindre à sa candidature. Néanmoins, pour une série de mesures, toute une série de documents sont utiles pour permettre effectivement de montrer, notamment en matière de recherche, que des entreprises seront partenaires des projets de recherche, puisque les mesures recherche visent véritablement à aller vers les entreprises. Et donc, il est demandé aux porteurs de projets en matière de recherche d'apporter pour les experts la preuve qu'effectivement, il y a des partenaires au niveau des entreprises. Il y a toute une série d'autres documents qui peuvent être joints à la candidature, qui ne sont pas obligatoires, comme je le disais. La candidature en elle-même doit se suffire avec le contenu qu'elle contient. Et les annexes peuvent être ajoutées pour notamment les critères de sélection, s'il y a besoin de préciser ou d'apporter des compléments d'information. Mais les éléments qui seront examinés sont bien ceux qui sont dans la candidature et pas dans les annexes. Merci pour cette précision, Catherine. Stéphanie, pour le FSE+, est-ce que les chefs de file auront un financement pour leur rôle de coordination de portefeuille ? Alors, la réponse est très brève, c'est non. Donc, voilà. Donc, effectivement, le chef de file, il aura notamment comme responsabilité d'introduire le dossier de candidature relatif au portefeuille. Il sera le référent, je vais dire, du portefeuille en matière de développement d'actions, de synergie sur le terrain. Et c'est également lui qui sera chargé d'organiser les différents comités d'accompagnement annuels, donc des réunions de rencontres entre l'agence et les différents portefeuilles. Mais donc non, toutes ces actions ne seront pas financées. Et ça doit être obligatoirement une même personne. Il ne peut pas y avoir un relais qui s'effectue... Non, donc le chef de file, il est dès le départ donc identifié. Après, je vais dire, chaque portefeuille fonctionne un petit peu à sa guise. Donc, si les responsabilités au sein d'un portefeuille veulent être partagées, ben voilà, à un moment donné, les différents opérateurs au sein d'un portefeuille peuvent aussi se partager les responsabilités. Mais en tout cas, sur le plan administratif, un chef de file sera identifié au départ. Merci Stéphanie. Luc Ougardi pour le FEDER, à partir de quand les dépenses sont-elles éligibles ? Alors en principe, elles sont éligibles à partir du 1er janvier 2021, ça c'est la règle générale, mais pour les projets qui s'inscrivent dans le cadre des règlements aide d'État, c'est au moment du dépôt du projet que commence l'éligibilité des dépenses. D'accord, merci beaucoup. Stéphanie, pour le FSE+, est-ce qu'il faut introduire une seule candidature dans une même priorité si elle concerne plusieurs mesures ? Je la relis. Est-ce qu'il faut introduire une seule candidature dans une même priorité si elle concerne plusieurs mesures ?
Donc, non. Donc, en fait, la réponse, c'est que si un opérateur souhaite développer 2 actions dans 2 mesures différentes, même si les 2 mesures appartiennent à une même priorité, il faudra qu'il introduise 2 dossiers de candidature. Ok, parfait. Merci beaucoup. Catherine, je me tourne vers vous pour le FEDER. Peut-on introduire une candidature à la fois au FEDER et au FSE? Alors effectivement, il peut y avoir des synergies entre des projets qui sont financés par le FEDER et des projets qui sont financés par le FSE+. Mais les portefeuilles doivent être déposés séparément. Donc à savoir qu'une candidature FEDER est introduite dans l'outil FEDER Calista et la candidature FSE est introduite du côté du FSE. Par contre, il est très important de mettre en avant ces synergies entre les portefeuilles FEDER et FSE. Et à ce sujet-là, dans le formulaire de candidature, une section permet d'identifier le lien avec un autre portefeuille qui serait financé par le FSE, qui serait déposé aussi à la candidature. Ok, donc si je reprends le lieu dans lequel on est aujourd'hui, qui est assez représentatif justement d'un cofinancement, il y a eu un dossier FEDER pour les bâtiments, les équipements, et un dossier FSE+, pour tout ce qui était formation. Exactement. Et pour l'évaluation, pour montrer justement les synergies entre les projets, c'est important d'identifier dans sa candidature qu'il y a un lien avec un autre projet de l'autre fonds. Parfait, merci. Merci beaucoup. La question suivante est pour Stéphanie du FSE+. Est-ce qu'un opérateur peut introduire à la fois une candidature projet et être chef de file de portefeuille? Alors la réponse est oui. Donc effectivement, on peut avoir un opérateur qui décide d'introduire une candidature dans une mesure bien définie et être à la fois chef de file d'un portefeuille. Donc dans ce cas bien précis, il incombera à cet opérateur d'à la fois introduire sa candidature projet dans le cadre de son propre projet, mais il devra aussi alors introduire la candidature portefeuille pour le portefeuille pour lequel il sera désigné chef de file. Merci beaucoup. On poursuit avec Catherine pour le FEDER. Alors, vous avez parlé de 2 appels à projets pour la mesure 3. Pouvez-vous donner plus de précision ? Alors effectivement, comme cela a été dit dans la présentation tout à l'heure, au cours de cette programmation-ci, sur base de la réglementation, une évaluation à mi-parcours devrait être réalisée en 2025. Donc la Commission a gardé une réserve, une flexibilité, avec un budget qui ne sera attribué qu'à l'issue de cette évaluation à mi-parcours. Le programme opérationnel pourrait être revu en fonction notamment aussi de l'évolution socio-économique du semestre européen. Et donc, une partie de l'enveloppe qui est attribuée à la Wallonie ne peut pas être affectée à des projets dès le début de la programmation en raison de cette réserve de flexibilité qui sera accordée par la Commission en fin de programmation. Dès lors, une série de mesures feront l'objet de 2 appels à projets et verront leur budget alloué à hauteur de 50% dans ce premier appel à projet, et un deuxième appel à projet attribuera les 50% restants. Donc ça concerne principalement les mesures plutôt liées à des activités, donc les activités de recherche, d'accompagnement des entreprises, plutôt que des projets d'infrastructure qui sont plutôt des projets sur le long terme qui demandent des procédures préalables assez longues. Et donc effectivement, il y a toute une série de mesures, donc les mesures liées à la recherche, les mesures liées à l'accompagnement des entreprises et également la mesure formation qui verront un deuxième appel à projet en 2025. Parfait, merci beaucoup. La question suivante est pour Stéphanie du FSE+. Est-ce que les dépenses FSE+, sont éligibles à effet rétroactif au 1er janvier 2022 ? Quelle serait la procédure en 2025 ? Alors, donc, pour l'éligibilité des dépenses, donc effectivement, il y a un effet rétroactif au 1er janvier 2022. Donc, un opérateur aura effectivement la possibilité d'introduire ces dépenses dans ses dossiers financiers à partir du 1er janvier 2022, pour autant
qu'il ait indiqué comme date de début de son projet le 1er janvier 2022. Donc là, il faut bien veiller à bien indiquer, à respecter les dates d'éligibilité, c'est-à-dire les dates de début et de fin de vos projets. Et donc par rapport à 2025, donc comme je pense ça a été mis dans le PowerPoint, donc les dates d'éligibilité ici dans un premier temps, c'est le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, sauf pour la priorité 2 sur l'innovation sociale, on est dans une date de fin au 31 décembre 2026. Et donc, pour les années 2026 et 2027, là, il y aura un nouvel appel à projet donc pour les 2 dernières années de la programmation. On restera attentif. Merci beaucoup. Luc Ougardi pour le FEDER. Quand la base de données Calista sera-t-elle ouverte ? Dans 1 heure, très exactement, à l'issue de cette séance, à 16h pile. Ok, bon, voilà qui est clair, net et précis. Une question pour Véronique, pour le FSE+. Comment prendre connaissance des portefeuilles existants pour cet appel à projet et qui peut introduire une candidature portefeuille ? Alors, quand vous allez aller dans l'application 21-27 et que vous allez ouvrir une candidature, vous aurez accès aux portefeuilles qui sont déjà ouverts. Et donc, il faut que les opérateurs ouvrent assez vite les portefeuilles pour qu'on puisse en connaître l'objet. Il y aura un résumé qui sera disponible. On mettra également à disposition les coordonnées du chef de projet et vous pourrez demander à accéder à ce projet. Le portefeuille de projet vous répondra de manière positive ou négative et il motivera sa réponse. Et donc vous saurez si par exemple un portefeuille de projet est déjà complet ou non. Maintenant, évidemment, on invite les opérateurs à anticiper les choses et à d'ores et déjà prendre les contacts avec leurs partenaires habituels et les gens avec lesquels ils travaillent habituellement pour constituer en amont les portefeuilles de projet. Ils sont également disponibles sur le site internet pour information et pour faciliter les contacts, les portefeuilles existants sur cette programmation-ci, en sachant que vous devez respecter aussi les critères du nombre de projets par portefeuille. Merci beaucoup. Une petite précision supplémentaire pour Sophie Brisy. Je voulais appuyer ce que Véronique dit et je pense que les opérateurs peuvent aussi se tourner vers l'ensemble des cabinets de tutelle qui ont une vision beaucoup plus transversale aussi sur les intentions de dépôt et qui peuvent aussi les aider à faire des liens et à les mettre en contact avec d'autres opérateurs. Voilà. Merci beaucoup. Luc, encore une petite question pour vous. Luc, pour le FEDER, qui doit encoder les projets dans Calista ? Alors, pour ceux qui ont connu la programmation précédente, on a essayé de fluidifier l'encodage des candidatures. Donc, la première étape, c'est le chef de file qui doit créer le portefeuille de projet. Et il pourra alors donner la main à l'ensemble des partenaires, des bénéficiaires de son portefeuille de projet, qui, à ce moment-là, pourront encoder les données liées à chacun des projets qui composent le portefeuille. Une fois que chaque porteur de projet, chaque candidat aura complété son projet et l'ensemble des projets qui composent le portefeuille, le chef de file alors devra soumettre la candidature formellement et l'adresser à l'administration wallonne. À cet égard-là, j'en profite pour attirer l'attention des chefs de file, puisque c'est le représentant légal du chef de file qui devra signer électroniquement la candidature pour qu'elle soit recevable. Merci beaucoup. Stéphanie, pour le FSE+, pourriez-vous expliquer le taux de cofinancement par zone ? Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc rappeler que les fonds structurels sont basés sur un principe de cofinancement. Donc, ça veut dire que tout opérateur doit pouvoir valoriser une source de financement public pour pouvoir aller chercher un financement FSE. Donc, si je reprends les taux de cofinancement par zone, donc pour rappel, au niveau de la zone plus développée, donc c'est-à-dire Bruxelles et le Brabant wallon, l'opérateur devra justifier 60% de son budget en part publique. Donc, c'est-à-dire, comme je le rappelle, source de financement Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonie et COCOF ou COCOF.
Et pour les zones donc transition et moins développées, là le taux de cofinancement reste à 50% en part publique belge et 50% en FSE, tel que déjà appliqué aujourd'hui. Et donc, pour peut-être les nouveaux opérateurs qui nous écoutent, donc ça c'est vraiment une condition sine qua non pour pouvoir intégrer le FSE, c'est qu'effectivement vous devez, c'est une obligation, vous devez être en mesure d'apporter et de justifier, de valoriser une ou plusieurs sources de financement public pour pouvoir prétendre à un subside FSE. Donc ça, c'est vraiment, je vais dire, la première condition d'éligibilité, sans quoi, je vais dire, le reste n'est absolument pas envisageable. Merci beaucoup. Entendu. Catherine Matteau, je me tourne vers vous pour le FEDER. Au sein d'un même portefeuille, peut-on trouver des projets de toutes les mesures? Y a-t-il des particularités dans la mesure 15? Alors effectivement, de façon générale, un portefeuille de projets peut comporter des projets relevant de différentes mesures. Et il y a effectivement une exception pour la mesure 15. Donc la mesure 15 est la mesure de développement urbain dont on a parlé tout à l'heure, avec un processus de sélection qui lui est propre, à savoir la sélection par les entités infrarégionales. Donc le processus de sélection n'est pas le même pour le reste des mesures, et dès lors, les portefeuilles de la mesure 15 ne doivent comprendre que des projets de cette mesure-là et ne peuvent pas comprendre des projets relevant d'autres mesures. Inversement, un portefeuille qui couvrirait d'autres mesures ne pourrait pas aller introduire un projet dans la mesure 15. Donc peut-être à ce sujet-là, au niveau technique, pour introduire sa candidature, il y aurait des appels à projets spécifiques. Donc l'appel général pour toutes les mesures et puis un appel pour la mesure 15 séparé par entité infrarégionale. Et donc techniquement, il sera de toute façon impossible de déposer un portefeuille qui comprend des projets relevant de la mesure 15 et d'une autre mesure. Et je rappelle qu'il y a des représentants des différentes entités infrarégionales qui sont parmi nous aujourd'hui, donc n'hésitez pas à leur adresser vos questions. Une question pour Stéphanie, encore pour le FSE+. De manière générale, comment sera contrôlé un dossier FSE+, en coût simplifié? Alors, donc effectivement, pour la prochaine programmation, donc sera d'application la méthodologie des coûts simplifiés, dont vous retrouverez la circulaire sur notre site. Et donc, dans la circulaire, vous verrez également quelles sont les modalités de contrôle en procédure coûts simplifiés. Donc, pour faire très simple et pour ne pas rentrer trop techniquement dans la méthodologie des coûts simplifiés, les contrôles se porteront à la fois sur les dépenses qui sont rentrées en coût réel, c'est-à-dire toutes les dépenses qui seront relatives aux stagiaires et au personnel pédagogique en charge de l'encadrement et de l'accompagnement des actions. Et puis, il y aura simplement un contrôle sur le montant forfaitaire de 15 ou de 40%. Mais donc voilà, donc je vous encourage à aller prendre connaissance de la circulaire sur les coûts simplifiés qui est disponible sur notre site. Là, vous aurez un tableau récapitulatif sur les taux forfaitaires qui seront d'application dans le cadre de la prochaine programmation, ainsi que sur les modalités de contrôle, que ce soit les modalités de contrôle au niveau de la partie des coûts, mais également les modalités de contrôle au niveau de la partie des sources de financement public que les opérateurs doivent également affecter dans leur dossier. Je rappelle votre site fse.be, tout simplement. Une question pour Catherine Matteau du FEDER. Catherine, un même projet déposé dans plusieurs zones compte-t-il pour un seul projet? Donc un même projet déposé dans plusieurs zones compte-t-il pour un seul projet? Alors un même projet ne peut pas être déposé dans plusieurs zones en même temps. Donc il doit alors à ce moment-là être dupliqué, je dirais. Donc un projet égale une zone. Le projet, bon, si on est sur un projet de type infrastructure, le projet est localisé dans une zone bien particulière. Si on est sur un projet plus global, il peut alors y avoir 3 projets. Je veux dire si le projet couvre plusieurs territoires, mais ce seront 3 projets différents. Donc un même projet ne peut relever que d'une seule zone. Parfait, merci beaucoup.
Monsieur Rudy Demotte, le tourisme et en particulier le tourisme d'affaires sera-t-il pris en compte dans la programmation et dans la mesure 15 sur la zone Wallonie-Picarde? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre volonté, c'est évidemment de répondre toujours aux mêmes critères que je rappelle, la décarbonation, la connexion, le côté smart, la proximité aussi par rapport aux besoins des citoyens. Alors, dans ce contexte, le fait que nous renforcions notamment les voies de communication dans les centres-villes étant une priorité à proximité des gares, c'est évidemment conçu aussi dans une logique de développement touristique. De manière dérivée, on peut effectivement concevoir que la dimension touristique est prévue dans nos portefeuilles de projets. Maintenant, nous n'avons pas d'axe spécifique qui aborde le tourisme, tout en sachant que ça a toujours été une dimension qui, sur notre territoire, est évidemment extrêmement présente, vu la diversité des sources. Quand on pense notamment à Paris des Arts, à des grandes places publiques et des monuments historiques qui ont évidemment une fonction d'attrait, ce serait un crime de dire le contraire. Merci beaucoup. Emeline Petit, je m'adresse à vous à présent. Vous représentez le cabinet du ministre-président du gouvernement wallon. Comment les jurys seront-ils constitués et quand les projets seront-ils sélectionnés? Donc, tant pour le FEDER que pour le FSE+, on aura un processus de sélection qui se constituera en 3 phases. La première phase, donc après le dépôt des candidatures durant les 2 prochains mois, feront l'objet d'une analyse par les administrations fonctionnelles, donc une analyse technique. La durée de cette analyse dépendra bien évidemment de la quantité et de la qualité des projets qui seront introduits. Ensuite, ces dossiers seront analysés et évalués par un jury qui est composé de 15 experts qui sont désignés par des procédures de marché public. Dans les faits, ce sont 3 sous-comités qui se réuniront, donc l'un pour le Fonds social européen plus, le deuxième pour le FEDER et le troisième pour le Fonds de transition juste, mais qui arrivera un petit peu plus tard. Et la troisième phase sera donc la décision des gouvernements et des autorités de gestion. Donc si tout se déroule bien, on espère une opérationnalisation des projets pour janvier 2023. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Une question pour Véronique du FSE+. La sélection de chaque projet d'un portefeuille est-elle indépendante de la sélection des autres projets du même portefeuille? Alors, je ne peux pas me prononcer pour le comité d'experts qui aura son indépendance. Je vais parler de l'expérience du passé. Comme l'a dit Emeline, la qualité des projets est importante. Et donc, si un projet au sein d'un portefeuille n'a pas la qualité requise et ne démontre pas le lien à la stratégie du portefeuille, il pourrait ne pas être sélectionné. D'où l'importance de vraiment travailler ensemble au sein d'un portefeuille et de bien démontrer en quoi votre projet va contribuer à la stratégie du portefeuille. Il y a d'ailleurs une question spécifique dans la candidature à ce sujet. D'accord, merci beaucoup Véronique. Luc Ougardi pour le FEDER. Dans la mesure 3B, est-ce obligatoire d'avoir des frais de recherche ou peut-on intégrer des frais de mise en œuvre? Alors non, c'est le principe des coûts forfaitaires. Ils engloberont l'ensemble de ces dépenses sur une base forfaitaire. Donc ça doit simplifier la vie des opérateurs puisqu'il n'y a plus de factures à introduire, de marché à justifier. Mais ils seront calculés automatiquement à un montant de 40% des dépenses de personnel éligibles. Et plus rien d'autre ne pourra être introduit, évidemment, parce que sinon ça ferait double emploi. Merci beaucoup. Stéphanie, pour le FSE+, est-ce que les parts publiques belges peuvent être apportées par les partenaires d'un projet? Donc non. Donc en fait, c'est vraiment le porteur du projet qui, dans le cadre de son budget, qui sera amené à compléter dans son dossier de candidature. Donc c'est bien le porteur du projet qui doit démontrer à la base un taux de cofinancement suffisant. Maintenant, il est clair que les projets qui font l'objet de partenariats
bien déterminés, je vais dire, dans le cadre d'une candidature. Il est clair que si ces partenariats sont définis avec des flux financiers, il est clair que ces partenaires peuvent amener des sources de financement public que le porteur de projet valorisera en tant que part publique belge dans son dossier. Mais en tout cas, pour pouvoir être éligible, il faut que le porteur de projet, à la base, puisse lui-même démontrer un taux de cofinancement, comme je l'ai dit, de 60-40 ou de 50-50, suivant la zone dans laquelle il dépose son projet. Ça va, merci pour cette précision. Alors, on continue avec vos questions et n'hésitez pas à nous en envoyer encore. Je rappelle les 2 adresses mail, questionfeder@enmieux.be, question au singulier et le tout attaché, ou question FSE, même principe, au singulier, le tout attaché, question FSE@enmieux.be. J'ai une question à présent pour Vinciane Pierre-Molin. À Liège, quelles sont les priorités de développement territorial? Y a-t-il des synergies avec la dépollution? Donc, en fait, il y a 2 priorités qui ont été déterminées au niveau de Liège. La première priorité concerne la mobilité, avec principalement la mobilité durable. Ça peut se décliner, je vais dire, par rapport à tout ce qui concerne les aménagements, voitures partagées, voitures relais, etc. Également tout ce qui concerne la mobilité au niveau du vélo. Avec là-bas, on peut aussi décliner en petit axe de la politique touristique sur le cyclotourisme. Et puis la deuxième priorité, ça concerne la réhabilitation des espaces publics urbains qui vise à améliorer la qualité, je vais dire, de vie dans les quartiers, tant du point de vue du logement, de l'emploi, des espaces verts et tout. Bien évidemment, il y aura une attention qui sera accordée à toutes les zones qui ont été inondées durant l'été 2021 et également une attention pourra être accordée à tout ce qui concerne la future zone de démantèlement pour la centrale de Tihange. Merci beaucoup. Madame Dufrane, quelles sont les priorités pour la zone Charleroi en matière de développement territorial? Je passe le micro à ma collègue de Charleroi Métropole. Je vais prendre le micro qui est ici. Donc, au niveau de Charleroi Métropole, les priorités, en tout cas pour la mesure 15 développement urbain, elles sont basées sur le projet de territoire qui a des stratégies qui s'étalent sur plus que du développement urbain, mais donc l'importance de rentrer dans ces différentes stratégies aussi. Mais plus spécifiquement pour la mesure 15, on est aussi sur le renforcement de l'attractivité et de la qualité de vie dans les centralités, donc dans les lieux qui sont déjà mixtes, où il y a déjà une accessibilité multimodale, et on est vraiment sur ce volet, on met l'accent sur ce renforcement des espaces publics, de la qualité de vie, des services aux citoyens. Merci beaucoup. Pour Monsieur Jean-Yann, mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne vous a plus entendu. Alors, pour les mesures pour lesquelles un deuxième appel à projet est prévu, pouvez-vous donner plus de précisions? Je pense que ça va se passer globalement comme cet appel à projet-ci. On sera en 2025, on sera à la moitié de la programmation. Donc, pour les différentes mesures qui ont été évoquées tout à l'heure, la moitié du budget aura été octroyée à des projets, à des portefeuilles de projets. Et pour le futur appel à projet, il y aura l'autre moitié du budget par mesure qui sera disponible et qui sera octroyée en fonction de nouveau de la qualité des projets qui sont déposés à ce moment-là. N'oublions pas non plus qu'il y aura une évaluation qui aura été faite et il peut évidemment y avoir un lien entre la prolongation de certains projets et les résultats de cette évaluation. Merci beaucoup. On poursuit avec une question pour Stéphanie du FSE+. Est-ce que les subventions APE sont éligibles comme cofinancement? Alors oui, donc tel que c'est déjà le cas, donc ici dans le cadre de l'actuelle programmation, simplement, comme vous le savez certainement, donc toutes et tous, la réforme APE, une nouvelle réforme APE a pris cours ici au 1er janvier 2022. Donc effectivement, je vous encourage à en prendre connaissance puisque, je vais dire, la gestion du subside APE, je vais dire, va légèrement différer par rapport à l'affectation dans le cadre de l'actuelle programmation.
Mais ça, je vous encourage à revenir alors directement vers l'agence ou vers votre gestionnaire, parce que là, on touche à des points un peu plus techniques. Mais effectivement, donc le subside APE, bien subside éligible au FSE+. Merci beaucoup. La question suivante est pour Emeline Petit. Est-ce qu'il existe des synergies entre FEDER et le plan de relance en Wallonie ? Qu'effectivement, la Wallonie a de nombreux défis à relever, mais pas seulement au niveau du FEDER. Je pense que pour le FSE+, c'est également valable. On a souhaité mettre en place des synergies entre les différents outils qui sont à notre disposition. Il y a différents fonds, donc il y a effectivement le FEDER et FSE+. On a, comme je le disais tout à l'heure, le fonds de transition juste, ou encore Erasmus+, ou d'autres fonds, et le plan de relance. Et donc, tantôt, on a souhaité peut-être avoir des mesures additionnelles lorsque les défis étaient assez conséquents. Je parle, par exemple, en matière de rénovation énergétique de bâtiments, ou complémentaires. Et là, on a une inéligibilité de certaines dépenses dans le cadre du FEDER et d'autres qui se retrouvent dans le cadre du plan de relance. Parfait, merci beaucoup. Catherine Matteau pour le FEDER. À quel moment, Catherine, les aides d'État seront-elles évaluées dans le processus de sélection ? Alors, la question des aides d'État est une question très importante qui doit être prise en compte dès le départ par les porteurs de projets. Donc, il est important pour eux de bien voir dans quelle mesure leur projet respecte la réglementation en matière d'aide d'État. Donc déjà en amont, en préparation de la candidature, il est important de s'intéresser à cette question. Et pour ce faire, nous avons d'ailleurs nous mettrons en ligne sur notre site des liens vers, d'une part, le site de la Commission concernant les aides d'État, d'autre part, un lien vers le site du SPOC, le Single Point of Contact de la région wallonne en matière d'aide d'État. Donc toute une série d'informations importantes qui peuvent déjà être prises en considération par les porteurs de projets. Également, plus spécifiquement pour la recherche, on aura aussi une aide en ligne par rapport à cet aspect-là. Et donc en termes d'analyse par les administrations fonctionnelles, l'analyse se fera dans le cadre de la finalisation du projet. Donc, le projet fait l'objet d'une analyse par les experts et par l'administration fonctionnelle d'un point de vue technique. Donc ça peut déjà être pris en compte à ce moment-là, mais l'analyse plus poussée se fera au moment où le projet est sélectionné et où on finalise la fiche projet pour répondre notamment aux recommandations des experts, pour tenir compte justement des questions techniques qui auront été posées par les administrations fonctionnelles ou par le département de la coordination des programmes FEDER, et pour prendre en compte l'analyse aide d'État complète qui sera faite par l'administration fonctionnelle. Donc de toute façon, avant d'avoir un arrêté de subvention, la question de la concordance avec la réglementation en matière d'aide d'État sera traitée. Parfait, merci beaucoup Catherine. On poursuit avec une question pour Véronique du FSE+. Le domicile du stagiaire constitue-t-il un critère d'éligibilité ? Par exemple, un stagiaire domicilié en zone développée qui suit une formation en zone transition. Alors non, le critère d'éligibilité pour le stagiaire, c'est son statut. Et donc, ça peut être l'âge pour la garantie jeunesse, ça peut être un statut de demandeur d'emploi, de travailleur, de personne fragilisée, mais c'est bien son statut. Parfait. Le statut et pas l'endroit où il réside. La question suivante. Avons-nous une question suivante ? Sinon, voilà, une question pour Madame Dufrane. J'espère qu'elle est adressée à la bonne personne. J'ai senti qu'il y avait un peu de confusion tout à l'heure. Le patrimoine peut-il faire partie des priorités cœur de Hainaut ? Oui, c'est tout à fait le cas, oui. Oui. Donc, chez nous, nous avons considéré que le développement urbain pouvait contribuer favorablement au déploiement de nos écosystèmes socio-économiques. On est parti du principe que nous devions rendre notre territoire le plus attractif possible. Et on a effectivement décidé de miser sur une politique touristique et culturelle et de mettre en avant nos richesses, qu'elles soient historiques, patrimoniales. Donc on peut parler de patrimoine naturel, architectural, gastronomique, peu importe.
Et on veut miser également sur notre savoir-faire contemporain. Donc j'entends par là tout ce qui est digital. Et les projets qui seront principalement encouragés sont des projets qui s'appuient aussi sur des stratégies qui ont été initiées entre différents acteurs, dont des stratégies de mobilité, et en particulier la mobilité douce. Parfait, merci beaucoup. Encore une petite question pour suivre. C'est pour Véronique du FSE+. Quelle est la période d'éligibilité des dépenses pour l'appel à projet FSE+ 2022 ? Alors, comme précisé à plusieurs reprises lors des échanges, ce premier appel à projet démarre au 1er janvier 2022 et se clôture au 31 décembre 2025. La seule exception, ce seront les projets sélectionnés dans le cadre de la priorité 2 d'innovation sociale. Eux se termineront au 31 décembre 2026. Et pour cette priorité, normalement, je dis normalement puisque les autorités sur base des évaluations pourront toujours décider autre chose, mais à ce stade, il n'y aura pas de deuxième appel à projet pour cette priorité, puisqu'on est sur des tests de projets pilotes dans une durée limitée. Parfait, merci. Merci Véronique. Une question pour Catherine du FEDER. Catherine, est-ce que dans la mesure 14, le FEDER peut financer des interventions en termes d'infrastructures et pas uniquement des équipements ? Effectivement, donc la mesure 14, elle vise les équipements et les infrastructures à destination des centres de compétences, des universités, des hautes écoles. Et donc l'objectif est d'augmenter... Mais on veut vous entendre mieux. les capacités et le matériel en matière de formation. Mais effectivement, les infrastructures sont également possibles. D'accord, merci beaucoup. Voilà pour cette mesure 14. On poursuit avec une question pour Stéphanie du FSE+. Quels sont les critères d'éligibilité pour les jeunes stagiaires ? Alors, donc, en complément à ce que Véronique vient de dire, donc effectivement, pour les jeunes stagiaires, donc c'est-à-dire la priorité 3 qui porte sur la garantie jeunesse, on est dans des critères d'âge en plus d'un critère de statut. Et donc, l'âge est de 15 à 29 ans. Et donc là, j'insiste parce que c'est différent par rapport à l'actuelle programmation où l'âge était établi entre 15 et 24 ans. Et donc, j'attire l'attention sur le fait que l'âge a été élargi à 29 ans. Et donc, je me permets d'insister sur une chose, c'est que tout opérateur, avant de respecter les critères d'éligibilité du Fonds social européen, il se doit de respecter ces critères d'éligibilité par rapport à ces décrets ou ces arrêtés de subvention. Je prends un exemple concret. Puisque l'âge des jeunes est défini entre 15 et 29 ans, si un opérateur introduit des actions pour des jeunes âgés entre 15 et 18 ans au FSE, ça veut dire qu'il est bien agréé pour accompagner et encadrer des jeunes de 15 à 18 ans. Ça veut dire qu'un opérateur qui est agréé, par exemple, pour travailler avec 2 demandeurs d'emploi, ne pourra pas introduire des actions pour un public âgé entre 15 et 18 ans, sauf s'il dispose de dérogations qui lui permettent d'accompagner ce public. Donc je réinsiste parce que c'est vraiment un point extrêmement important. Ça veut dire que vous devez d'abord et avant tout respecter vos conditions décrétales et structurelles pour pouvoir introduire vos actions au FSE. Si ce n'est pas le cas, on risque et vous risquez des sanctions financières en cas des contrôles, que ce soit les contrôles de l'agence ou les contrôles par notre autorité d'audit. Merci pour ces précisions, Stéphanie. Une question pour Elvis Mialovic, qui représente le cabinet du ministre bruxellois en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Elvis, y a-t-il des spécificités pour les projets qui concernent Bruxelles ?
De spécificité, je ne dirais pas. Je pense qu'il y a une volonté de travailler par portefeuille de projet qui est très importante. Pourquoi les portefeuilles de projet? Parce qu'on vise la complémentarité entre acteurs et les synergies. Et donc c'est important. Il y a beaucoup d'acteurs institutionnels associatifs à Bruxelles et ce serait dommage d'avoir des actions qui soient rendues ponctuellement. Et donc j'insiste sur ce volet-là et la concertation qui doit avoir lieu en amont pour créer ces portefeuilles de projets et créer ces synergies entre acteurs. Et le deuxième élément, c'est l'objectivité de la procédure de sélection qui a été rappelée par l'agence et le cabinet du ministre Elio Di Rupo, qui est aussi très importante parce qu'on a une série d'acteurs associatifs à Bruxelles qui sont déjà financés. Maintenant, on est sur un principe de cofinancement, de subsidiarité, avec une volonté d'objectiver et que ce soit le meilleur qui l'emporte. Mais donc là, voilà, il n'y a pas d'automaticité entre les deux programmations des opérateurs qui seraient actuellement cofinancés, qui pourraient ne plus l'être demain. Donc, bien insister sur ces deux points, faire attention à sa candidature et travailler en synergie avec les acteurs au niveau local, au niveau d'une commune ou sur une même thématique. Merci beaucoup. Encore une question pour Luc Ougardi du FEDER. Pour la mesure 3A, vous n'hésitez jamais à préciser un petit peu parce que tout le monde n'est pas toujours au fait, du personnel peut être associé à l'achat d'équipements de pointe. Est-ce que ces frais de personnel sont couverts par un forfait? Alors, à la première question, la réponse est oui. Donc, les frais de personnel sont éligibles dans cette mesure-là. Ils pourront être introduits comme dans les autres mesures sur base des coûts horaires comme cela existe sur la programmation actuelle. Et des frais de structure, des coûts indirects seront également éligibles par rapport aux dépenses de personnel qui seront présentées, qui s'élèvent à 15% de ces dépenses de personnel. D'accord. Et c'est cette mesure 3A, alors, en deux petits mots, pour ceux qui seraient moins familiers? Ça consiste, en deux petits mots, à faire l'acquisition d'équipements exceptionnels en matière de recherche, des équipements vraiment de pointe qui viennent soutenir les projets de recherche et qui, en principe, n'existent que très peu dans le monde entier et qui démontrent l'excellence wallonne dans la matière. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Une question pour Véronique du FSE+. Est-ce que le personnel statutaire est éligible au FSE+? Alors, il est éligible au FSE+, mais le statutaire doit être remplacé dans ses fonctions. Autrement, il vient en part publique belge. Et je vais peut-être laisser compléter par Stéphanie. Stéphanie. Voilà, c'est très brièvement. Donc, effectivement, le statutaire est bien éligible. Donc, comme Véronique vient de le dire, donc si le statutaire qui est affecté au FSE+, il doit, donc c'est une obligation, il doit être valorisé et mis à charge des sources de financement public, sauf si effectivement il a été remplacé dans le cadre de ses fonctions pour se consacrer sur une partie de son temps de travail au FSE+, alors cette part salariale exclusivement dédiée au FSE+, peut être valorisée à charge du FSE. Ok, merci beaucoup. Une question pour Jean Jans du FEDER. Combien de portefeuilles seront cofinancés, Jean? Ça, il faudrait une boule de cristal pour pouvoir le dire. Okay. Si on revient à cette programmation, si on est à 85 portefeuilles de projets avec de l'ordre de 500 projets qui ont été retenus sur l'ensemble de la programmation. Donc on peut supposer qu'on sera dans un nombre équivalent pour 21-27. Je pense que vu que le budget est simplement un petit peu diminué, donc en termes de capacité et de nombre de portefeuilles, on va se retrouver dans une proportion semblable. Voilà, comme ça on a une petite idée. Une question à présent pour Luc du FEDER toujours. Faut-il encore estimer un déficit d'autofinancement si le projet génère des recettes ? Alors, je suis content, c'est la deuxième fois qu'on me pose une question qui me permet de mettre en avant les procédures, les simplifications qui sont apportées sur cette programmation, puisque la réponse est non. Et encore une fois, pour ceux qui ont vécu la programmation actuelle, c'était une procédure longue, fastidieuse et très complexe.
Et donc on a, sur base de la nouvelle réglementation européenne, simplifié cette partie-là, puisqu'ils ne devront plus justifier d'un déficit d'autofinancement. Et pour les projets qui généreront des recettes, il y a un taux réduit de 90% du montant total du projet qui sera défini de manière forfaitaire également. Ok, merci. Merci beaucoup. Pour Catherine du FEDER, est-ce que le rôle de chef de file est financé dans le cadre du FEDER ? J'ai l'impression qu'on a déjà eu une question similaire. Oui, la question a été posée pour le FSE et la réponse pour le FEDER est la même. Donc il n'y a pas de financement pour le chef de file. Peut-être, si on fait aussi la comparaison par rapport à la programmation actuelle, le chef de file garde son rôle de coordination opérationnelle et administrative, mais chaque porteur de projet reste responsable de son propre projet. Une simplification encore dans cette programmation-ci par rapport justement à la charge du chef de file a été mise en place, notamment pour tout ce qui concerne le rapportage. Donc, pour faire bref, comme on l'a dit tout à l'heure, un portefeuille de projet est coordonné par un chef de file. Le suivi du portefeuille de projet est fait à travers un comité d'accompagnement qui regroupe le chef de file, les différents bénéficiaires du portefeuille, les administrations et les cabinets ministériels. Le chef de file est responsable de ce comité d'accompagnement, mais en termes de simplification, dans cette programmation-ci, le chef de file devait récolter lui-même les informations auprès des différents porteurs de projets de son portefeuille. Dans cette programmation-ci, chaque porteur de projet introduira lui-même dans Calista, donc l'outil qui servira depuis le dépôt de la candidature jusque l'analyse des factures, le suivi de l'accompagnement des projets. Donc les informations, le rapportage se fait par les porteurs de projet directement. Donc la charge pour le chef de file est diminuée par rapport à la programmation actuelle. Notez aussi qu'un chef de file peut être lui-même bénéficiaire. Donc le fait d'être chef de file n'empêche pas d'être bénéficiaire d'un projet. Son rôle sera de présider le comité d'accompagnement, mais non pas de rédiger lui-même, de récolter les informations auprès des différents bénéficiaires et de les retranscrire dans des rapports du portefeuille. Ouais. Donc je pense que c'est important aussi de souligner cette simplification administrative. Tout à fait, ce sera beaucoup moins lourd pour eux. Merci beaucoup, Catherine. Une question pour Véronique du FSE+, pour l'appel à projet après 2025. Les portefeuilles pourraient-ils être reconduits de même que les projets ? Alors, c'est la réponse qui est assez similaire à ce que Jean, sauf erreur de ma part, a répondu pour le FEDER. Donc, sous réserve évidemment de l'évaluation à mi-parcours et éventuellement de nouvelles priorités, un nouvel appel à projet sera lancé et il pourrait permettre évidemment à des portefeuilles existants et à des projets existants de demander de pouvoir continuer. Et donc, c'est ce qu'on appelle, dans nos termes habituels, un renforcement sur les 2 dernières années. Mais il faudra redéposer une candidature qui sera de nouveau évaluée, d'où toujours l'importance de la qualité du travail et de démontrer que vous atteignez les résultats sur la première période de la programmation. Effectivement, c'est mieux. Une question pour Luc du FEDER. Luc Ougardi, jusqu'à quel niveau de détail faut-il aller dans le plan financier ? Décidément... Alors, on a également essayé de simplifier ce plan financier puisqu'il est structuré uniquement à un niveau de détail sur base de rubriques. À l'intérieur de ces rubriques, ce qui est demandé, c'est de pouvoir apporter un détail au niveau des différentes dépenses qui seront introduites dans la candidature, qui doivent permettre aux évaluateurs, au jury, de pouvoir bien cerner le contenu et le périmètre du projet et de pouvoir évaluer la pertinence du projet, notamment en matière d'analyse coût-bénéfice. Donc il n'y a pas de règles fixées en termes de détails, mais le principe général, c'est de pouvoir permettre aux administrations et aux jurys de pouvoir analyser correctement
et de bien cerner le périmètre du projet. Effectivement, merci beaucoup. Une question pour Stéphanie du FSE+. Pourriez-vous développer la différence entre le financement de la structure et le financement du projet ? Alors, si j'ai bien compris la question, parce que bon, elle peut peut-être renfermer quelque chose que je ne perçois pas, mais donc ici, c'est bien de distinguer donc peut-être les frais de structure des frais directement liés au projet ou à l'action cofinancée. Et donc ici, pour revenir donc brièvement à cette différenciation, donc on rejoint en tout cas la méthodologie des coûts simplifiés, donc qui sera d'application pour la prochaine programmation. Et donc, effectivement, sous l'actuelle programmation, l'opérateur avait la possibilité donc d'obtenir un financement FSE pour couvrir ses frais de structure. Et donc, il faut savoir qu'avec la méthodologie des coûts simplifiés, donc ces frais de structure seront limités à 15 ou à 40%, suivant le taux forfaitaire de la mesure et de la priorité dans lequel l'opérateur s'inscrira. Donc ça, c'est vraiment une première réflexion que je peux avoir par rapport à cette question-là. Donc effectivement, les frais de structure seront limités de par l'instauration donc, des coûts simplifiés, option 15 ou option 40%. Et donc, pour rappel, c'est une réelle volonté de la Commission européenne que de pouvoir, à un moment donné, axer les subsides FSE sur les actions et au profit et au bénéfice des bénéficiaires, d'où notre souhait, pour des raisons de simplification administrative également, mais notre souhait à un moment donné de limiter les frais de structure à raison d'un forfait pour pouvoir maximiser justement le subside sur des charges salariales, sur un personnel qui va directement travailler au bénéfice des bénéficiaires. Merci Stéphanie pour toutes ces précisions. Luc, encore une question pour vous. Pouvez-vous préciser ce que couvrent les 40% des frais de recherche? Est-ce que cela couvre les équipements? Je vais prendre mon petit copion. Il n'y a pas de problème, je vois que vous avez vos notes devant vous. Je ne voudrais pas être imprécis. Hein. Non, c'est mieux pas. Donc, ces 40% couvrent les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où, et aussi longtemps qu'ils sont utilisés dans le cadre du projet, les coûts d'utilisation des bâtiments, les coûts de la recherche, les frais généraux liés à la recherche et les coûts indirects générés par le projet. C'est en quelque sorte tous les frais de recherche qui sont indispensables pour mener à bien le projet de recherche à côté des chercheurs qui sont le cœur du projet, évidemment. D'accord, merci. Merci beaucoup, Luc. On a encore quelques questions. Hein. Il ne nous reste plus énormément de temps à passer ensemble. Véronique, je me tourne vers vous. La priorité 5 relative à la désinstitutionnalisation est neuve. Pourriez-vous expliquer un peu plus cette priorité et illustrer par des exemples ? Alors effectivement, c'est une nouvelle priorité qui a été souhaitée par la Commission. L'objectif est de travailler via 2 types d'actions à une plus grande autonomie de la personne porteuse de handicap ou de la personne en perte d'autonomie. Donc le premier volet de cette priorité porte sur des actions à l'attention du public cible, c'est-à-dire les personnes éventuellement porteuses de handicap et ou en perte d'autonomie. C'est par exemple les aider à établir leurs besoins pour adapter leur maison et pour pouvoir plutôt continuer à résider chez elles plutôt qu'aller en institution. C'est pouvoir également les aider à accéder à des activités de loisirs, à améliorer leur mobilité. Et le deuxième volet de cette priorité porte davantage sur la formation des personnes qui travaillent dans ces secteurs. Et ça peut être évidemment les personnes du secteur elles-mêmes, mais aussi les aidants proches. Et c'est leur permettre d'avoir des formations pour améliorer l'accompagnement qu'elles vont pouvoir fournir à ces personnes. Merci, merci Véronique. Une question pour Stéphanie à présent, toujours pour le FSE+. Comment savoir quelles sont les parts publiques belges valorisables au FSE+? Quelles sont les parts publiques belges valorisables au FSE+? Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les parts publiques, elles peuvent
peuvent être octroyés soit par la Wallonie, soit par la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit par la COCOF. Enfin, quand je dis soit, c'est et ou. Hein. Et donc, vous retrouvez toute une série de subsides publics qui sont octroyés dans le cadre d'agréments. Vous pouvez aussi retrouver les parts publiques qu'on appelle, nous, les parts publiques nominatives, c'est-à-dire les APE, le Maribel, réduit récompensé. Donc, c'est toutes des sources de financement public qui sont octroyées pour les différents travailleurs. Les sources de financement public, ce sont des sources de financement public qui peuvent porter soit sur du personnel, soit sur du fonctionnement. Donc, je vais dire, les sources de financement public, elles peuvent être diverses. Merci. Merci Stéphanie. On poursuit avec Véronique, on ne va pas très loin. Toujours pour le FSE+, est-ce que les heures de prestation des articles 60 et 61 sont valorisables dans les frais de stagiaire? Oui. D'accord, voilà. Là, je suis désolée. Un petit détail, non? Non, je n'ai pas plus de détails. Oui, c'est valorisable. Ok, parfait, c'est valorisable. Alors, on poursuit avec vous. Ah non, je pensais qu'il y avait une autre question pour vous, Véronique. Et on est toujours sur la même question. Une question pour Stéphanie, à présent, toujours au FSE+. Faut-il un agrément public au préalable pour déposer une candidature FSE+? Alors, je pense que j'ai déjà répondu à cette question-là. Donc, effectivement, à partir du moment où un opérateur se doit de bénéficier d'une source de financement public, cette source de financement public, en général, elle porte soit sur un agrément, soit sur une reconnaissance structurelle, décrétale, peu importe. Et donc, effectivement, il faut pouvoir valoriser, je vais dire, une reconnaissance pour pouvoir être éligible au FSE. Pourquoi? Parce que lorsque l'on va contrôler vos dossiers, il faut que l'on puisse s'assurer que le public que vous accompagnez dans le cadre du FSE et l'action que vous allez introduire au FSE sont bien éligibles dans le cadre de votre connaissance structurelle ou décrétale. Donc, effectivement, il faut que vous puissiez valoriser effectivement une reconnaissance publique pour pouvoir être éligible chez nous. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Stéphanie. Est-ce qu'on a encore le temps d'une question? Oui. Véronique, est-ce qu'il y a un minimum de stagiaires à accompagner par projet? Alors, il n'y a pas un minimum de stagiaires accompagnés par projet, mais j'attire quand même votre attention sur les critères de sélection. Il y a notamment un critère qui porte sur l'efficacité, coût-efficacité. Et donc, en fonction du budget que vous allez demander, on va également regarder le nombre de stagiaires que vous allez pouvoir accompagner. Donc, veillez à rester cohérent et ne demandez pas 3 fois ce qui est nécessaire pour mener habituellement une action. Parce qu'autrement, de toute façon, je pense que les comités d'experts apporteront la correction par eux-mêmes. D'accord. Merci pour ces précisions, Véronique. Est-ce qu'il y a encore une question? Je vois une question pour Emeline Petit. Est-ce que la subvention allouée au projet est garantie ou existe-t-il un risque... Attendez, parce que là, on passe... Voilà. Ou existe-t-il un risque que le fonds ne soit plus disponible en fin de programmation? Alors peut-être scinder la réponse en deux. Oui. Et de dire que l'Union européenne octroie à la Wallonie, à la Belgique en fait, une allocation pour le fonds FEDER et le fonds FSE+, qui lui est garantie. Elle lui demande simplement d'exécuter au mieux avec les projets et de consommer l'intégralité des crédits. Les crédits qui seraient alloués, les subventions qui seraient octroyées à un projet sont garanties, pour autant que les opérateurs respectent leurs engagements et donc respectent l'éligibilité des dépenses, respectent les délais d'exécution des projets. Et dans ce cas-là, voilà, s'il y a un contrôle effectivement et que les dépenses sont classées non éligibles, il y a des possibilités de retrait, comme on a pu l'expliquer au tout début, mais sinon, non, les fonds sont effectivement garantis. Ok, merci. Merci, Emeline. Une question pour Jean. Jean du FEDER. Est-ce que les taux de cofinancement... quels sont les taux de cofinancement pour les acteurs de la recherche?
Je me disais bien que la question allait tomber à un moment donné. Et la voilà. La voilà. Donc, les acteurs de la recherche, comme tous les autres acteurs bénéficiaires de concours FEDER, sont soumis à la législation sur les aides d'État. Les aides d'État ont un caractère particulier en matière de recherche, notamment. Et si on s'en tient à une étude qui vient d'être réalisée récemment par le cabinet du ministre Boursu et nos collègues du SPOE Économie, Emploi et Recherche, on devrait tendre vers une intervention à 100% pour les universités, sauf si c'est un projet générateur de recettes, comme Luc l'a expliqué tout à l'heure, ou s'il y a une activité économique supérieure à 20%. Et pour les CRA, pardon, excusez-moi, je jargonne. Pour les centres de recherche agréés, on devrait probablement tendre, comme pour cette programmation-ci, vers 75% de subventionnement, avec probablement quelques exceptions en fonction de la législation des aides d'État et en fonction de la nature du centre de recherche. D'accord. Merci Jean pour ces précisions. Mais je vois que les questions continuent à pleuvoir. Luc Ougardi du FEDER, au vu de l'évaluation à mi-parcours, doit-on introduire un projet qui court jusque 2025 ou peut-il couvrir toute la durée de la programmation ? Alors ça va dépendre des mesures. Comme Catherine l'a évoqué, il y a les mesures d'infrastructure, de grands projets d'investissement qui nécessitent des phases préalables qui sont parfois longues. Et donc pour ces mesures-là, le projet pourra couvrir l'ensemble de la programmation. Par contre, pour les mesures qui relèvent plus des activités de recherche, d'accompagnement des entreprises, il y aura en effet que 50% des budgets qui seront alloués lors de ce premier appel. Et en effet, les budgets pour les années ultérieures, donc après 2025, seront conditionnés à un second appel à projet. D'accord, merci. Merci Luc. Est-ce qu'il y a encore des questions ou pas ? Alors, une question pour Catherine du FEDER, et ce sera la dernière. La sélection se fait-elle sur l'ensemble du portefeuille ? L'analyse des candidatures se fait projet par projet. Donc les projets doivent s'inscrire dans le portefeuille en cohérence entre eux. Les experts examineront la pertinence du portefeuille, mais les critères de sélection sont appliqués au niveau de chacun des projets. Et donc il est possible que si un projet ne rencontre pas les différents critères de sélection, il ne soit pas retenu par les experts, alors que le portefeuille dans son ensemble pourrait l'être. Donc il n'y a pas de sanction pour un portefeuille si un des projets n'était pas pertinent ou ne rencontrait pas l'ensemble des critères de sélection. Voilà qui est rassurant aussi. Merci Catherine. Merci à vous qui nous avez suivis. On s'est promis de terminer à l'heure, donc c'est ce qu'on va faire. Merci à vous, merci à tous nos experts présents. Est-ce qu'il faut encore... Il y a encore une petite question ? Non ? Un petit mot. Oui. Du FSE+, à partir de lundi, vous aurez une information via notre site internet, mais le 29 mars, nous referons une séance d'information à ce moment-là plus technique, avec différentes thématiques. Les informations seront disponibles sur notre site. FSE.be. FSE.be. Et donc, il y aura une séance le matin et une séance l'après-midi, mais les informations seront disponibles à partir de lundi. Formidable. Merci pour cette précision. Véronique, merci à vous. Merci donc à tous nos experts qui étaient en coulisses et qui ont sélectionné vos questions depuis tout à l'heure. Merci à toutes les équipes techniques qui ont permis aussi cette diffusion en direct. Alors, n'oubliez pas que les sites des autorités compétentes sont toujours à votre disposition. Pour le FEDER, europe.wallonie.be. Pour le FSE+, fse.be, on vient d'en parler. Sachez que cette séance a été enregistrée et qu'elle sera disponible lundi, disons en fin de journée, sur le site et sur la chaîne YouTube en mieux. Merci déjà pour vos projets, bon travail et bon week-end à tous.